Depuis le milieu du XXe siècle, l'Occident réfléchit beaucoup aux questions de libération, qu'elles soient des corps, des genres ou des ethnies. Les années 60 sont un tournant majeur en termes d'évolution des mentalités. Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale se veut être plus beau que la veille. Évidemment, les libérations, elles passent par des luttes, qui sont souvent populaires. Par exemple, les luttes anti-racisme et ségrégationnisme apparaissent aux États-Unis, tandis que l'Europe accueille les premières grandes vagues de migration. Tout cela alimente alors les problèmes politiques contemporains. Quand on y réfléchit, les luttes d'hier sont les luttes d'aujourd'hui, et de nos jours il n'est pas rare que telle ou telle lutte soit défendue par des personnalités issues des milieux artistiques. C'est comme si parfois on attendait même que les artistes défendent et prennent part aux causes importantes. Déjà je trouverais ça intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'on attend spécialement ça d'eux, ça demanderait à réfléchir longtemps sur le statut des artistes, et je réserverai peut-être ça quand je serai prêt à m'attaquer à ce genre de sujet. Toujours est-il qu'aujourd'hui il est normal de voir un artiste défendre telle ou telle cause à travers son art. Et d'ailleurs des exemples, il y en a des centaines. Très récemment par exemple, Beyoncé a sorti son nouvel album Cowboy Carter, deuxième volet d'un projet en 3 albums qui se veulent réexplorer l'héritage musical afro-américain, notamment vis-à-vis de la musique country, et se veut devenir une sorte de mise en valeur des racines musicales afro-américaines en réaction à l'invisibilisation des artistes noirs américains sur ces genres musicaux depuis le XXe siècle. En réalité, les questions que Beyoncé aborde dans son nouvel album s'inscrivent dans un courant de revendication et de lutte beaucoup plus large, à savoir la lutte anti-racisme. Une lutte qui est évidemment évoquée depuis des décennies à travers tout un tas de chansons et tout autant d'artistes. Mais c'est en me penchant sur la tracklist de l'album de Beyoncé, donc c'est-à-dire la liste des chansons, que j'ai trouvé quelque chose d'assez cool. Parmi toutes les chansons que Beyoncé a composées pour son nouvel album, il y a quelques reprises, dont une des Beatles, mais on y reviendra plus tard. Vous allez me dire à juste titre qu'il n'y a rien d'étonnant qu'un artiste reprenne une chanson des Beatles, mais si vous avez bien écouté le début de la vidéo, vous savez donc que l'album de Beyoncé a une cohérence dans ses thèmes. Ici, c'est bien de mettre en valeur les racines noires de la musique américaine, mais aussi et surtout de s'interroger sur la place des musiciens noirs dans l'industrie de la musique. Alors quand on y pense, ça veut dire que la chanson que Beyoncé a reprise des Beatles, elle a un message, elle a quelque chose à nous apprendre. Ce qui est assez étonnant en fait, parce que les chansons des Beatles évoquant des messages anti-racisme sont très peu nombreuses, voire carrément explicitement inexistantes. Ça voudrait donc dire que certaines chansons ont des messages autres que ce que les paroles voudraient nous faire croire. Il faudrait donc lire métaphoriquement les paroles pour en trouver leur sens initial. Et c'est donc ce qu'on va faire dans un premier temps. Là où John Lennon a toujours été plus frontal dans ses paroles, il ne s'est jamais dissimulé de parler politique, Paul McCartney il a toujours eu un peu plus de délicatesse à l'égard de ce genre de texte. Ce qui fait que parfois il dissimule de vrais pics sarcastiques à l'égard de situations sociétales ou même des sujets plus politiques dans ses paroles. Néanmoins, malgré deux approches d'écriture différentes, il faut bien se rendre compte que les Beatles ils n'ont pas fait tant que ça de textes politiques. Il doit en avoir une dizaine sur plus de 247 chansons. Certaines sont plus explicites que d'autres, comme Révolution qui traite en demi-teinte des protestations contre la guerre du Vietnam, ou encore Taxman, chanson de George Harrison qui évoque sans se cacher les politiques fiscales de l'Angleterre. Mais comme je le disais, trouver des chansons qui traitent d'antiracisme ou de situations plus ou moins similaires, y a rien d'évident. Elles sont surtout très métaphoriques, voire carrément inaccessibles sans le savoir au préalable. C'est notamment le cas pour la première chanson que je vais évoquer, à savoir Get Back, composée en 1969, qui avait pour projet initial de parodier le tristement célèbre discours d'Enoch Powell, Rivers of Blood. A noter évidemment que Enoch Powell c'est un homme politique plus que réactionnaire en Angleterre. Je vais pas faire le discours en entier, mais globalement l'idée qui en ressort c'est que tous les maux de l'Angleterre à l'époque sont de la faute des étrangers et qu'il faut à tout prix fermer la porte de l'Europe et de l'Angleterre à tous les non-blancs. Donc c'est quand même... Il y a un truc qui va pas quoi. C'est donc un discours qui fait son petit boucan jusqu'aux oreilles de Paul McCartney. En réaction, celui-ci compose l'ébauche de la chanson Get Back qu'on connaît aujourd'hui, mais avec des paroles radicalement différentes. Dans celle-ci, la réponse à Rivers of Blood est plus que flagrante, d'ailleurs son titre y fait directement référence puisqu'elle s'intitule d'abord No Pakistanis, avant de se rendre compte que les paroles trop frontales pourraient être mal perçues par une partie des fans et de la critique. Les paroles sont alors retravaillées et remaniées pour faire en sorte que ça soit pas si évident de comprendre que c'est une réponse à Rivers of Blood, mais les Beatles eux le savaient. Ce qui fait que seulement une phrase de la chanson originale est gardée, Get Back to Where You Once Belonged.
Le titre de la chanson est alors Get Back, et le tour est réussi, puisque la chanson se moque du discours sans pour autant y aller frontalement. En revanche, c'est clair que pour une personne qui ne le sait pas, la chanson n'apparaît pas spécialement comme une satire politique. De cette manière, il faut alors se renseigner sur le sens des paroles et leur historique. Mais justement, c'est intéressant de se demander quelles sont les autres chansons des Beatles qui ont reçu le même traitement. On peut même se demander est-ce qu'il y en a d'autres, mais visiblement oui, parce que c'est pas Get Back qui est sur l'album de Beyoncé. Bon, on n'a qu'à regarder sur Spotify. Alors, Here Comes the Sun, Yesterday, non. Twist and Shout, non, c'est du rock. Tiens, Blackbird, elle m'intrigue. On n'a qu'à regarder les paroles. Malgré des paroles qui ne semblent pas forcément porter à la première écoute un message anti-discrimination, c'est pourtant le cas. Et trêve de faux suspense, c'est évidemment Blackbird que Beyoncé a repris sur son nouvel album. En réalité, dans l'entièreté de leur discographie, Get Back et Blackbird semblent être les deux seules chansons des Beatles évoquant des tensions raciales ou discriminations de leur époque. A noter aussi que Blackbird, en plus d'être la chanson préférée de mon grand-père, c'est aussi une des chansons les plus reprises au monde. Sûrement autant grâce à sa justesse mélodique qu'à son message universel. Un message que je vais maintenant essayer de déchiffrer. Tout d'abord, je vais rapidement présenter la chanson dans sa forme, autant mélodique que rythmique, et à son inspiration initiale. Rien qu'au niveau de l'inspiration de base, l'histoire est assez amusante. Depuis leur début en guitare, McCartney et Harrison ont longtemps essayé d'apprendre à l'oreille la bourrée en mi mineur de Bach, qui ressemble à ça. Il s'est donc inspiré de cette technique à deux voix qui consiste à jouer la basse avec le pouce et le reste des doigts la mélodie, afin de créer ce qui deviendra Blackbird. D'ailleurs, il est en effet assez facile de remarquer la ressemblance entre les deux musiques. So years later, I then adapted it into the song Blackbird. Taking that sort of thing, you know. Dooby 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 dooby. You rolled waiting for the moon to rise. And I said, I'm not prepared now. La musique dans sa forme est assez simple. En fait, McCartney est le seul à jouer. Il s'accompagne de son pied pour taper la pulsation et un simple bruit de merle est ajouté à la fin de la musique. C'est évidemment une simplicité qui est assumée et Paul McCartney l'explique de cette façon. C'est un concept assez simple car il n'y a rien à ajouter par-dessus. À l'époque de Pepper, on l'aurait travaillé jusqu'à pouvoir ajouter des violons ou des trompettes. Mais ce morceau n'en a pas besoin. Il n'y a pratiquement rien dans cette chanson. Même quand on a pensé ajouter quelque chose après le faux final, on s'est contenté d'un chant de merle. Cette simplicité assumée laisse alors toute la place aux paroles, évoquant un oiseau noir qui, malgré des ailes brisées, fera tout pour prendre son envol et retrouver sa liberté tant espérée. Métaphoriquement, ici le bird renvoie à l'argot anglais pour définir une fille, donc une fille noire. Dès lors qu'on sait cela, la chanson prend une dimension tout autre et le message qu'elle contient est alors beaucoup plus évident. D'ailleurs, en 2016, lors d'un concert, Paul McCartney a introduit cette chanson de cette manière. Dans les années 60, il y avait beaucoup de problèmes concernant les droits civiques. Nous voyions ce qui se passait, nous compatissions avec les gens qui vivaient ces problèmes. Et cela m'a donné envie d'écrire une chanson qui pourrait les aider un peu. En effet, composée en 1968, durant une forte période de crise dans les luttes anti-discrimination, quelques jours avant la mort de Martin Luther King, Paul McCartney s'inspire donc d'Angela Davis, qui est donc une activiste très importante dans les luttes raciales, pour créer ce fameux oiseau noir, mais aussi d'un événement très important ayant eu lieu dans sa jeunesse, à savoir les 9 de Little Rock. Pour donner un peu de contexte, en 1954, la Cour suprême américaine met fin à la ségrégation dans les écoles publiques. Malgré ça, beaucoup d'États résistent et il faut attendre plusieurs années avant que la loi se fasse respecter dans l'intégralité des États-Unis. Donc cet événement qui est hyper important dans la lutte des droits civiques a lieu en 1957, précisément le 2 septembre, donc le jour de la rentrée, dans l'état de l'Arkansas, qui était un des états plutôt partisans en fait de cette ségrégation dans les écoles. La crise éclate alors le jour de la rentrée, le 2 septembre, lorsque les 9 lycéens noirs ont essayé de rentrer dans l'école et l'accès leur était refusé. Le lendemain, la nouvelle paraît dans le monde entier avec une photo choc que verra Paul McCartney. Sur cette photo, on y voit l'une des lycéennes, Elizabeth Eckford, huée par une foule. C'est donc un mélange de ses souvenirs de 1957 et de la situation extrêmement tendue aux États-Unis en 1968 que McCartney compose Blackbird comme une chanson d'espoir. La crise va durer plusieurs semaines jusqu'à l'intervention du président Eisenhower qui va démettre le gouverneur de l'Arkansas de ses fonctions et va permettre aux lycéens de rentrer dans l'école escortés par l'armée. Encore aujourd'hui, Paul McCartney il joue cette chanson en live et ne cesse jamais de rappeler à quel point ces luttes sont importantes. En 2016, il a même joué à Little Rock et il a eu l'honneur de rencontrer Elizabeth Eckford, l'une des 9 lycéennes qu'il avait vues en première page des journaux, alors en 1957.
Pour finir, si Beyoncé a fait le choix de reprendre cette chanson en posant simplement sa voix et celle de plusieurs autres artistes country afro-américaines sur la guitare de Paul McCartney, c'est parce que le message est universel et a malheureusement encore besoin d'être diffusé. Blackbird apparaît alors selon moi plus étant comme un message qu'une chanson. Un message qui colle forcément parfaitement avec l'ADN de l'album de Beyoncé. En effet, Beyoncé voit en Cowboy Carter un moyen de remettre en place, remettre en lumière les racines afro-américaines de la musique country qui a été malheureusement trop invisibilisée par l'industrie de la musique à travers le temps. Blackbird, c'est aussi ça, l'histoire d'une jeune femme noire à qui la liberté a été entravée que Paul McCartney encourage à retrouver. Malgré la volonté d'affirmer les racines afro-américaines de la musique country, Beyoncé ne remet pas en cause l'héritage blanc de cette culture, en invitant notamment des grands noms de cette musique, comme la chanteuse Dolly Parton ou le chanteur Willie Nelson, bien consciente que l'appartenance à ce style musical n'est pas forcément déterminée par une couleur de peau. Au final, Blackbird, comme l'entendent Paul McCartney, Beyoncé et tous les autres artistes qui l'ont repris, apparaît comme une chanson à un message fort et universel, pouvant être déclinée de bien des manières dans le but de retrouver des libertés qui ont été perdues, ou parfois même volées. Paul McCartney a même expliqué que la force des paroles de Blackbird réside dans le fait qu'elles peuvent correspondre à quiconque faisant face à des difficultés. En clair, tout le monde peut donc s'y identifier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un commentaire, en vous abonnant ou même partageant, si le cœur vous en dit. J'espère que j'aurai réussi à travers cette vidéo à vous faire réfléchir un peu sur le sens de vos musiques préférées. Est-ce qu'elles ont des messages à faire passer? Est-ce qu'elles ont des messages cachés? Peut-être, j'espère que en tout cas vous les trouverez. Je vous dis donc à la prochaine et je vous laisse sur ce beau chant du Blackbird.